Qu'est-ce qu'un bon gouvernement et qu'est-ce qu'un bon gouvernement en démocratie? La question n'est pas neuve, elle vous anime, Jean-Claude Monod, depuis un certain temps. Bonjour. Bonjour Et bonne année. et bonne année. Oui. Vous êtes philosophe, enseignant à l'École normale supérieure de Paris, spécialiste de philosophie politique, et vous avez notamment publié un essai important en 2012 qui s'interrogeait: qu'est-ce qu'un chef en démocratie? C'était déjà aux éditions du Seuil. Cette question, dont on perçoit encore toute l'actualité, continue d'irriguer les interrogations que vous avez sur les représentations et la participation citoyenne. Vous poursuivez ici dans ce nouvel essai cette réflexion en vous replongeant dans la notion de gouvernementalité développée dans les années 70 par Michel Foucault, tout en inscrivant cette réflexion dans l'actualité politique et sociale, en s'interrogeant notamment sur des révoltes comme le mouvement des Gilets jaunes par exemple. Petit exercice de définition pour commencer, avant de parler un peu plus longuement de cet art de ne pas être trop gouverné, publié donc dans la collection L'Ordre philosophique au Seuil. Petit exercice de définition, puisqu'on fait face aujourd'hui à la crise du modèle démocratique. Ça, je pense qu'il y a une forme de consensus là-dessus, une crise de la démocratie représentative notamment. Il faut tenter d'en définir la nature et éventuellement de proposer des moyens d'en sortir. Gouverner en démocratie, qu'est-ce que ça veut dire? Je me rends compte en posant la question que c'est presque un sujet à développer en 4 heures, mais vous allez le faire très très bien en quelques minutes, Jean-Claude Monod. Effectivement, c'est un grand sujet. Il faudrait déjà définir gouverner, sans doute, et démocratie. Mais on peut dire que la question du gouvernement, quand on la pose dans le cadre d'une philosophie de la démocratie ou d'une politique de la démocratie, implique évidemment une référence au peuple, qui est vu comme la source de la légitimité de l'action gouvernementale. Ça peut prendre la forme, disons, de ce qu'on appelle la souveraineté populaire, qui est le principe donc d'orientation des gouvernants, si bien que le gouvernement doit être toujours orienté vers la question du bien du peuple, et alors non pas sur un mode paternaliste, mais sur le mode d'une association directe du peuple au gouvernement. Alors ça peut prendre la forme bien sûr de la représentation parlementaire, mais ça peut prendre aussi la forme d'autres modes d'intervention du peuple, voire de modes plus directs. Et évidemment, à l'arrière-plan aussi, l'image, peut-être parfois l'illusion, mais de la démocratie directe, c'est-à-dire le fait que le peuple tout entier se prononce sur l'ensemble des décisions le concernant, qui je pense reste présente et importante dans l'imaginaire démocratique. Mais bon, depuis le XVIIIe siècle, on a essayé de trouver aussi des voies d'élaboration de la volonté générale, à travers justement la délibération, la voie parlementaire, mais qui doit être, à mon avis, toujours équilibré par d'autres formes d'intervention du peuple dans les affaires publiques, au fond pour rappeler toujours les gouvernants au fait que c'est du peuple qu'ils tirent leur légitimité et que c'est vers le peuple qu'ils doivent gouverner. C'est ça qui s'est cassé, selon vous, Jean-Claude Monod, ces dernières années, c'est ce lien au peuple et la possibilité justement pour celui-ci de s'exprimer autrement que de manière par la révolte en quelque sorte, puisque les élections, on a vu ces derniers temps qu'elles étaient l'objet de désaffection assez large. Voilà, on ne croit plus trop aux élections manifestement, si on en croit le taux d'abstention. Les corps intermédiaires, ce qu'on appelait les corps intermédiaires, que ce soit les syndicats ou d'autres formes d'intervention politique quotidienne de la démocratie dans la vie des Français, des citoyens tous les jours. Ça aussi, c'est brisé. D'ailleurs, je dis des Français, mais c'est pas du tout une situation qui est propre à la France. Et donc, ce lien au peuple, même s'il faudrait, on va pas faire que des définitions pendant cette émission, il faudrait définir aussi ce qu'on entend par là. C'est ça qui est cassé ces derniers temps et qui nous fait entrer dans cette crise de la démocratie. Bon, il y a clairement quelque chose qui est un peu brisé, c'est effectivement la croyance ou l'attente dans, disons, un effet majeur de l'élection. Il y a eu l'impression, alors il faudrait remonter peut-être dans les dernières décennies, que les alternances politiques ne permettaient pas vraiment de dessiner justement des véritables changements, parce que une large part de l'agenda économique notamment était d'une certaine façon limitée ou prédécidée par des choix, au fond par des choix un peu hégémoniques. Je pense qu'il y a de ce point de vue-là sans doute une fin de cycle aujourd'hui qui est, disons, un cycle néolibéral, c'est-à-dire un moment
où on a pensé vraiment que l'action économique devait être vraiment bornée par des sortes d'impératifs, notamment en termes bien sûr de déficit ou de réduction des dépenses publiques, etc. Ce qui a donné l'impression que, au fond, d'une certaine dépossession démocratique, parce qu'on avait l'impression que, au fond, que l'on vote pour les uns ou pour les autres. Alors, ça faisait des changements, hein, ça faisait des changements sur certains domaines, mais disons, l'agenda économique était très largement prédécidé. Une chose d'ailleurs qu'effectivement Foucault avait perçue dans le néolibéralisme à la fin des années 70, lorsqu'il dit que le néolibéralisme, c'est un peu le passage du marché sous surveillance de l'État à l'État sous surveillance du marché. Et l'État sous surveillance du marché, on a l'impression que forcément il est assez limité, surtout c'est les agences de notation, enfin toutes sortes de mécanismes qui font que il y a une sorte de rationalité qui a l'air de s'imposer à l'ensemble des gouvernants, qu'ils soient de gauche ou de droite, et qui limite principalement les choix politiques. Et bon, donc je pense que cette désaffection, ce sentiment que la politique institutionnelle n'est plus tellement en mesure d'offrir des alternatives, c'est largement imposé dans les dernières années. Les partis donc traditionnels sont en voie d'effondrement. D'ailleurs, même au fond, Emmanuel Macron, c'est un mouvement qui est sorti quasiment de rien en quelques. Donc, les partis traditionnels ont l'air d'être frappés de désaffection. Et les grandes formes de mobilisation. Alors, c'est moins vrai pour les retraites, qui peut-être retrouvent ici une structuration de la mobilisation sociale à Certains travers ont les dit que c'est syndicats. presque la revanche des syndicats face au mouvement des Gilets Oui, j'ai jaunes. l'impression qu'il y a des choses un peu périodiques, c'est-à-dire les Gilets jaunes, c'était un mouvement totalement neuf dans sa mobilisation, dans sa forme, dans le fait qu'il reposait énormément, voire essentiellement sur les réseaux sociaux, qui n'avait pas vraiment de leader, mais plutôt des messagers. Voilà, il y avait une espèce d'irruption d'un mode de mobilisation inédit. Là, les retraites, on revient à un mode de mobilisation plus encadré, parce que je pense que simplement c'est une question que les syndicats avaient massivement investi, et avec des modes, et au fond la grève c'est quand même un des grands modes de protestation démocratique du mouvement social qui est réinvesti ici. Alors avant de rentrer un peu plus en avant dans votre ouvrage, Jean-Claude Monod, L'art de ne pas être trop gouverné, publié au Seuil, et de voir comment la notion de gouvernementalité développée par Michel Foucault nous aide peut-être à penser aujourd'hui, en la poussant un petit peu plus loin, puisque c'est ce que vous vous proposez de faire, en allant vers un côté très politique, et peut-être ne pas se limiter aux versions économiques de cette question-là. Un mot tout de même, puisque vous commencez votre avant-propos sur une réflexion qui est de dire aujourd'hui, il faut redélimiter, repenser les champs du politique, le champ de l'économique, voilà, pour savoir finalement ce qu'on gouverne. Est-ce qu'un État ou ce qu'une représentation démocratique est en mesure de gouverner, jusqu'à savoir s'il peut gouverner aussi les individus, la vie, on reste dans Foucault, le biopolitique, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir qui s'exerce jusque sur les corps. Il faut refaire encore cet exercice, remettre l'ouvrage sur le métier en permanence, Jean-Claude Monod. Est-ce que c'est parce qu'on est à un moment, point de bascule, ou est-ce que c'est parce que c'est comme ça de toute façon ? Oui, j'ai l'impression que c'est une tâche de la réflexion politique pratiquement depuis les débuts de la philosophie politique, mais qui a été relancée dans la modernité, qui essayait de voir quels sont justement les domaines dans lesquels alors on peut dire une façon limitée de poser le problème, c'est de savoir dans quel domaine l'État est fondé à intervenir et jusqu'où dans la vie des individus. Bon, ça c'est au fond une façon de poser le problème qui est importante, je pense, mais qui n'est pas la seule. L'autre façon, c'est de savoir quelle forme de pouvoir, quelle relation de pouvoir, quelles instances influent réellement sur nos vies quotidiennement. Et donc là, ça décale un peu la question, puisque ça ne sera pas forcément l'État qui sera à l'œuvre dans notre vie quotidienne. On le voit bien aujourd'hui, il y a des technologies qui ont des effets sur les comportements. On peut dire qu'en ce sens, ce sont des technologies de pouvoir, mais qui ne sont pas gérées par l'État, et notamment tout ce qui est aujourd'hui l'économie, bien sûr, d'Internet, et le fait que nos comportements subissent l'influence de contenus ciblés, sont orientés d'une certaine façon. Et ça, c'est beaucoup plus difficile, déjà d'ailleurs, d'en être simplement conscient. Parfois, on n'a pas forcément conscience qu'on est orienté dans nos comportements quotidiens. Et d'autre part, c'est plus difficile aussi de contre-agir, en quelque sorte, de réagir et d'essayer de définir ici des espaces de liberté. Mais je pense qu'effectivement, la réflexion politique, elle a été prise depuis sans doute 2 siècles entre ces deux
problème. C'est-à-dire il faut essayer de délimiter les sphères d'action de l'État, comme il a été nécessaire de délimiter d'ailleurs la sphère d'action des églises. C'était un des grands problèmes théologico-politiques initiaux du libéralisme d'ailleurs. C'était, comme le disait John Locke, de définir les domaines respectifs de l'État, de l'Église, et de permettre aux individus justement de décider largement de leur croyance dans ce cadre. Mais il y a aussi donc le risque dans ce cas-là de laisser des domaines qui sont finalement politiques d'une autre façon hors du champ. Et évidemment, en même temps, si on dit que tout est politique, il y a le risque de tomber dans des formes. C'était la phrase du philosophe Daniel Ben Saïd, je crois. Tout est politique, c'est lui qui notamment... Oh oui, tout est politique, ça a été un slogan aussi dans ces mêmes années 70, parce qu'évidemment, on peut se dire la vie dite privée, les relations entre hommes et femmes, etc., c'est une question qui a une dimension politique, et il fallait en un sens la politiser. Mais la politiser, ça ne veut pas dire l'étatiser, ça ne veut pas dire faire qu'elle tombe sous le coup d'un contrôle ou d'une prise en main par l'État. Et donc, alors justement, je pense que dans les années 70, il y a eu cette espèce de mouvement qui était d'essayer, d'une part, de définir d'autres formes de politisation, de problématisation de la vie quotidienne, aussi dans cette dimension politique, et en même temps de voir comment on pouvait peut-être desserrer l'étau de l'État sur certains points, et notamment dans les régimes les plus étatistes, sans non plus laisser tout le champ ouvert à la domination économique. Et je pense qu'on est un peu toujours dans ce problème. Ce problème d'équilibre. Un problème d'équilibre qui est éviter la mainmise totale de l'État, bien sûr, sur nos vies, sans que ça favorise, au fond, la dérégulation, sans que ça favorise une domination économique sans frein. Et d'ailleurs, y compris sur cette question des retraites, je pense qu'on est encore dans cette question. Vous parliez du problème des limites, de comment est-ce qu'on limite le pouvoir de l'État, l'intervention évidemment des gouvernements. C'est une question qui reste fondamentale. C'est celle que posait Michel Foucault, évidemment, notamment lors d'une conférence au Collège de France. Tendez l'oreille, parce que ça a été capté en 1979. Dans les grands traités de police du XVIIe et du XVIIIe siècle, tous ceux qui collationnent les différents règlements, qui essaient de les systématiser, sont bien d'accord sur ceci, et ils le disent en termes exprès. L'objet de la police est un objet quasi infini. C'est-à-dire que, en tant que puissance indépendante, en face des autres puissances, celui qui gouverne selon la raison d'État a des objectifs limités. En revanche, en tant qu'il a à gérer une puissance publique qui règle le comportement des sujets, celui qui gouverne a un objectif illimité. Objectif limité, objectif illimité, cette tension évidemment, notamment, alors là il était question de la police, de cette fameuse main droite de l'État, pour reprendre l'expression de Pierre Bourdieu, Jean-Claude Monod. On entend dans cette allocution de Michel Foucault, voilà, ça part de la question de la police, mais ça la dépasse bien largement. En fait, ça part d'une notion large de police, à laquelle fait allusion Foucault ici. Il y avait cette expression allemande de la science de la police, qui est l'ensemble, au fond, de ce qui rend l'homme actif et productif. Donc c'est extrêmement large, c'est-à-dire c'est aussi bien les questions, la voirie, les conditions de la production dans les ateliers, dans les usines. Et donc là, effectivement, on peut dire tout ça, c'est le champ de la puissance publique. La puissance publique, elle s'occupe de toutes ces dimensions dont on a l'impression qu'elles sont un peu infra-politiques. Si la politique, pour nous, c'est justement la délibération, la réflexion sur les fins de la cité. Or, évidemment, toute cette dimension très concrète de la police, alors c'est pas la police juste au sens policier du terme, c'est la police en tant que prise en main par la puissance publique d'un ensemble de coordonnées de la vie quotidienne et de la vie tout court d'ailleurs.
Et donc ça, c'est une dimension sur laquelle justement Foucault a essayé d'attirer l'attention pour peut-être aussi éviter qu'on restreigne l'interrogation politique à la question du rapport entre le citoyen et le souverain, à la question du droit, des droits des individus face à l'État, qui est une façon de poser le problème politique qui a évidemment son importance, mais qui peut laisser de côté justement des dimensions plus concrètes et qui ont des effets dans la vie quotidienne. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, on le voit dans ces crises de gouvernementalité, qui est une notion que Foucault utilise et que j'essaye un peu de redéployer dans ce livre, c'est qu'elles partent aussi souvent de questions vraiment de la vie quotidienne, hein, et des déplacements des gens, des déplacements dans un périmètre, pour aller au travail, pour aller voir leurs proches, etc. On le voit par exemple au Chili, mais aussi bien en Irak ou au Liban. La question, c'est la question justement de communication avec un cercle. Donc c'est le prix du ticket de métro, c'est le prix de l'essence, c'est une taxe sur WhatsApp. C'est-à-dire, c'est des choses qui affectent ce qu'en anthropologie philosophique on appelle un peu le cercle d'action des gens. C'est-à-dire, les êtres vivants, les êtres humains ne sont pas des êtres statiques, ce sont des êtres qui ont un cercle d'action, un périmètre presque vital. Et donc là, au fond, ce sont des dimensions de la politique qui sont touchées par ces mesures, mais qui affectent vraiment le plus quotidien de la vie. Et de là, ces révoltes, au fond, mettent en cause toute une série de relations de pouvoir et disent, au fond, nous ne voulons pas être gouvernés ainsi. C'était ce thème de la crise de gouvernementalité. Les Gilets jaunes, c'est typique. On part d'une question assez locale, comme ça, d'une taxe, et ça s'élargit en une contestation, au fond, au-dessus de l'injustice ou d'un sentiment de captation oligarchique du pouvoir. Et on voit la même chose en ce moment au Chili, on voit la même chose au Liban. On voit la même chose sous des formes évidemment très différentes, mais en Algérie. Donc il y a quelque chose de saisissant aujourd'hui qui est justement, au fond, on part de cette dimension quotidienne pour mettre en cause un système de gouvernement qui semble s'être déconnecté de ces réalités-là. Et un système de gouvernement qui est lié, le terme a déjà été évoqué, Jean-Claude Monod, au néolibéralisme. Alors c'est vrai que c'est un terme un peu fétiche qui est sorti dans le débat public de façon dégainée, on va dire, de façon presque pavlovienne un certain nombre de fois, mais c'est vraiment un thème qui permet de penser la situation actuelle. Sous quelles conditions, avec quelle définition? Excusez-moi, je fais beaucoup définir les termes. Oui, mais le néolibéralisme, bon, ça a été toute une doctrine, toute une façon de penser justement essentiellement le rapport de l'État à l'économie et au champ social. Qui a eu plusieurs formes. Alors justement, Foucault, quand il l'étudie à la fin des années 70, on peut en distinguer au moins deux formes, disons l'ordolibéralisme et le néolibéralisme. Disons le premier, ça consiste à essayer de flanquer le marché de certains dispositifs d'ordre, d'essayer de faire en sorte que des gens ne restent pas complètement hors marché, donc apporter certains correctifs, et c'est ce qu'on a appelé ensuite l'économie sociale de marché. Le néolibéralisme, qui a été un peu triomphant avec Margaret Thatcher, Reagan, etc., et sans doute qui s'est imposé comme un paradigme dominant depuis les années 80, c'est plutôt l'idée qu'il faut, au fond, en un sens, débrider, déréguler le marché du travail, déréguler pour permettre, au fond, une plus grande fluidité d'emploi, pour permettre, au fond, d'étendre le marché et la logique du marché dont on considère que c'est ce qui est véritablement efficace à l'ensemble des relations sociales. Et alors ça ne veut pas dire que l'État se retire, ça veut dire que l'État se redéploie, se redéfinit dans son rapport au marché et au fond favorise le marché. C'est cette citation de Foucault qui me semble parlante que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'État qui se met sous la surveillance du marché et qui même en favorise l'extension. Alors est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec cette réforme des retraites qui vise aussi sans doute à favoriser la retraite par capitalisation et donc les fonds de pension? C'est ce qui s'est vraiment passé d'ailleurs au Chili, qui était un laboratoire du néolibéralisme, où le frère de l'actuel président, Piñera, a mis en place ce système de retraite par capitalisation. D'ailleurs, c'est très amusant parce qu'on voit sur le net en ce moment, vous pouvez trouver un article de José Piñera qui est vraiment une apologie du système de retraite par capitalisation. En 2018,
Or, aujourd'hui, au Chili, des gens sortent dans la rue, des centaines de milliers de gens, pour dire que ça n'a pas du tout tenu ses promesses, puisqu'on leur promettait des retraites qui correspondaient à 70% de leur salaire, et se retrouvent avec des retraites à 30-35%. Donc ils disent que c'est une arnaque. Moi, je ne sais pas si c'est forcément une arnaque, ce système, mais en tout cas, au Chili, ça a été une catastrophe, en tout cas un semi-échec. Et c'est drôle qu'on le célèbre comme ça. Oui, cette situation au Chili, vous l'étudiez en tout cas dans ce chapitre 2 de la 3e partie sur les variantes et rémanences d'un néolibéralisme autoritaire. Alors ça, c'est une expression sur laquelle il faudra revenir. Donc vous dites sur la dissociation entre libéralisme économique et démocratie, donc de Weimar au Chili. Et ça, c'est vraiment une idée centrale dans votre ouvrage, c'est-à-dire cette dissociation sur la crise de la gouvernementalité établi par Foucault, et c'est un problème selon vous, entre la dimension économique et la dimension plus politique. Oui, c'est-à-dire que... Alors moi, je suis attaché à l'héritage politique et juridique du libéralisme, et je pense que Foucault l'avait sous-estimé. C'est-à-dire, le libéralisme a pensé justement des limites au pouvoir de l'État, des contre-pouvoirs. Au fond, c'est le principe de Montesquieu, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, et il faut veiller à des balances, des équilibres, il faut veiller à préserver les droits fondamentaux des individus. Et je crois que ça, c'est très important, et que Foucault en a un peu méconnu l'importance. Mais avec le néolibéralisme, on assiste à une vision, à une construction qui a une conception assez limitée de la liberté. Et on le voit bien chez Hayek, par exemple. Hayek est quelqu'un qui dit que ce qui est essentiel, c'est la liberté de consommer. La liberté politique est secondaire. Et c'est pour ça qu'il peut soutenir quelque chose comme le Chili de Pinochet. Il dit que dans le Chili de Pinochet, la liberté du marché est préservée. Et alors la liberté politique, non. Alors il préférait qu'elle le soit, mais si elle ne l'est pas, ça n'est pas si grave que ça. Il préfère ça, dit-il, à un socialisme démocratique ou non. Donc il y a une subordination de la démocratie au marché. La démocratie est moins importante que le marché. Et ça, c'est un trait du néolibéralisme qui est de considérer qu'il faut plutôt contenir la démocratie pour permettre un plein développement du marché. Il faut aussi le contenir par rapport aux demandes sociales qui risquent sinon de créer un État social que ces gens voient toujours comme une espèce de couloir vers un socialisme totalitaire. Et évidemment, c'est quelque chose de très contestable de penser que dès qu'il y a un État social, on est dans la route vers la servitude, on est dans quelque chose qui va nous conduire au totalitarisme. Et c'est cette équation qui malheureusement a été largement intériorisée avec l'idée qu'il fallait du coup déréguler, parce que les régulations un peu trop fortes étaient vues comme une voie vers l'état total. Même la régulation écologique, c'est très impressionnant quand on lit Milton Friedman, ils disaient « oh là là, on nous refait le coup, on va nous remettre du totalitarisme ». Ben non, la régulation écologique... Le fameux totalitarisme vert agité ces derniers temps, évidemment par ceux qui s'opposent aux mesures un petit peu qui mènent à limiter. C'est majeur actuellement, il me semble, c'est quand même plutôt le péril écologique lui-même qui est... Justement sur cette question, parce que votre livre, Jean-Claude Monod, donc L'art de ne pas être trop gouverné, publié au Seuil, s'inscrit dans une série d'ouvrages ces derniers temps, mais dans les années toutes récentes. Je pense au livre de Nicolas Rossolier sur la force de gouverner chez Gallimard, au Grégoire Chamaillou sur la société ingouvernable aux éditions La Fabrique, même au Pierre-Henri Tavoyot, pour citer un autre camp politique, j'allais dire que ce que je viens de citer, Comment gouverner un peuple roi chez Odile Jacob. C'est des questions qui obsèdent ces derniers temps, et le lien est fait de plus en plus avec la question écologique. C'est aussi le cas de Barbara Stiegler, qui a publié un livre très important l'an dernier sur s'adapter, l'exigence de s'adapter chez Gallimard. Elle était au micro de la Grande Table le 23 février 2019. En fait, il est possible qu'on soit en train de vivre la fin d'une longue hégémonie du néolibéralisme qui, là, entre en crise de manière assez spectaculaire, aussi bien aux États-Unis, avec la contestation par le peuple américain de l'impératif de la mondialisation, ce qui a quand même porté Donald Trump au pouvoir, qu'en Europe, la contestation du projet européen, la contestation des gauches de gouvernement et des droites de gouvernement largement imprégnées de cette hégémonie néolibérale. Donc on a vraiment aujourd'hui peut-être le début d'une fracturation de cette hégémonie. Et mon hypothèse, c'est que c'est lié à ce que j'appelle dans le livre les questions autour du gouvernement des vivants. On l'a dit, le néolibéralisme est très puissant parce qu'il a un discours sur la vie, sur le sens de l'évolution, sur l'évolution de notre espèce. C'est ce qui fait toute sa force. Mais je crois qu'il est en train de se fracasser contre la situation créée par la crise écologique.
Voilà, Barbara Stiegler, philosophe également, auteur de S'adapter chez Gallimard, Jean-Claude Monod. Le néolibéralisme autoritaire a fait alliance avec le mouvement anti-écologiste. On le voit aux États-Unis, on le voit au Brésil. Et nous dit Barbara Stiegler, c'est parce qu'il y a une volonté de gouverner le vivant. C'est évidemment une question qui vous anime aussi, sur laquelle vous revenez dans votre ouvrage. Oui, alors je suis même pas sûr qu'au fond on puisse encore parler de néolibéralisme pour Trump et Bolsonaro. C'est là où il y aurait peut-être une Il y aurait question. débat. C'est Wendy Brand qui dit qu'on a fait un peu au Frankenstein du néolibéralisme, c'est-à-dire à une forme de gouvernement personnel, marqué et irrationnel, qui ne correspondait sûrement pas aux idéaux premiers de Röpke ou d'Eucken, enfin des premiers ordolibéraux. Mais c'est une parenthèse. Ce qui est sûr, c'est que dans le néolibéralisme lui-même, il y avait l'idée qu'il fallait éviter des régulations fortes du marché. Et donc, il y a eu cette espèce de développement de ce que John Dewey, dans les années 20, d'ailleurs, appelait le big business, qui, au fond, n'avait quasiment plus justement de contrepoids. Et évidemment, là, les régulations écologiques représentent des pertes potentielles, des limitations pour le profit, et rencontrent donc l'opposition de ces forces qui se sont très largement introduites dans l'État, et qui ont eu une espèce de dimension prédatrice pour la puissance publique, parce que la puissance publique est elle-même mise vraiment au service du big business, comme disait Dewey, et c'est ce qu'il objectait justement au néolibéralisme. Et au fond, il y a toujours un conflit, il y a toujours une lutte, disait-il, entre le peuple ou les publics et le big business. Et si on fait comme si tout ça était très harmonieux, et s'il ne fallait pas limiter la puissance du big business, eh bien on s'expose finalement à une autre forme de domination. Et il estimait justement que le libéralisme traditionnel avait bien pensé la question de la limitation du pouvoir d'État, mais qu'il fallait aussi penser à la question du contrôle social des forces économiques dominantes. Et c'est ce qui a été laissé en jachère par le néolibéralisme. Et je crois qu'effectivement ça se fracasse, comme disait ici Barbara Stiegler, ça se fracasse aujourd'hui, à la fois devant les inégalités considérables, parce que c'est un régime qui a son efficacité économique, il ne faut pas le nier, qui permet éventuellement de baisser le chômage, d'ailleurs, comme actuellement, mais qui aussi permet un développement exponentiel des inégalités, comme on le voit au Chili, qui est à la fois un pays parmi les plus riches d'Amérique latine au plan du PIB, mais qui est un des pays les plus inégalitaires. Donc, c'est aussi un choix de société, en ce sens. Et ces inégalités ne sont plus supportées. Et l'idée que ça va profiter à tous, que le développement de ce big business va profiter à tous, est une fable qui est en train de se dissiper très largement, et c'est assez étonnant, je crois, et je crois que ça n'est plus tellement supporté, le discours du ruissellement ou des premiers de cordée, parce qu'on voit que ça n'est tout simplement pas vrai au plan du développement des inégalités. France Culture, la grande table, Raphaël Bourgois. 13h23 sur France Culture, notre invité, le philosophe Jean-Claude Monod, pour l'art de ne pas être trop gouverné, publié aux éditions du Seuil. Jean-Claude Monod, il y a donc ce lien entre le big business et le néolibéralisme que vous venez de développer. Dans votre livre, vous rappelez ce moment de milieu des années 70, quand on s'est interrogé sur la crise de la démocratie et la possibilité finalement de lier le développement économique avec le maintien de la démocratie. Ça a donné lieu en 1975 à une publication par une commission trilatérale, une publication qui ressort un peu ces derniers temps, qu'on interroge de plus en plus ces derniers temps. Il me semble qu'il y avait Samuel Huntington d'ailleurs dans cette commission. Et Michel Crozier, le sociologue français. Et on a le sentiment aujourd'hui que cette interrogation sur la démocratie, elle glisse aussi, puisque c'est un point important de votre livre, je voudrais qu'on en parle un petit peu plus, du côté de l'interrogation de l'écologie, c'est-à-dire la possibilité d'avoir aussi une politique écologique en maintenant le libéralisme. Oui, c'est-à-dire que là, on voit, je crois, les limites de ce mot d'ordre que Foucault exprime dans les années 70, qui est justement l'art d'être moins gouverné, de ne pas être trop gouverné, voire de ne pas être gouverné du tout. Et il y a quand même des limites à cette perspective qui sont justement, qui apparaissent avec l'exigence d'un gouvernement écologique, c'est-à-dire ici on doit prendre des mesures à un niveau qui est sûrement un niveau étatique et même un niveau international, et donc il faut aussi penser l'aspect positif, disons, du gouvernement, qui consiste à justement réguler, à prendre des mesures qui imposent des limites, notamment à l'activité industrielle
et à l'appropriation privée des ressources naturelles. Donc je crois que la question du gouvernement aussi, au sens du gouvernement économique comme imposition de limites, l'écologie nous oblige à la reprendre sans effectivement sacrifier des dimensions des droits individuels, mais justement en l'équilibrant de ce souci, alors que moi j'essaye de caractériser comme un souci de l'usufruit du monde, c'est-à-dire de rappeler que, il y a eu cette tendance très économiciste au XXe siècle et très industrialiste, qui a été de considérer que finalement on pouvait avoir un usage indéfini des ressources et du monde, de la terre, etc. On a dit, au fond, ça c'était les externalités, on pouvait ne pas le prendre en compte dans les comptes, justement, dans les comptes sérieux de l'économie. Or, on s'aperçoit que l'économie repose sur cet oikos, ça vient du même mot, économie, écologie, c'est-à-dire sur le foyer, sur l'habitation d'un monde. Et cette habitation, c'est l'habitation d'un monde fini. Donc, il faut prendre en compte cette finitude des ressources, et il faut l'intégrer, évidemment, à un art de gouverner qui n'est pas simplement celui de libérer des contraintes, qui est aussi celui de trouver des justes limites à l'activité économique et à l'activité industrielle. Donc je crois qu'effectivement, l'écologie invite aujourd'hui à complètement repenser, et je pense que d'ailleurs les économistes et les philosophes devraient y collaborer davantage, au fond, cette problématique de la délimitation de l'activité économique et du contrôle social de l'activité économique. Oui, c'est vrai, parce que quand on entend l'art d'être moins gouverné, on se dit qu'en cette époque justement de crise écologique, de crise démocratique, il y a peut-être une demande de plus de gouvernement justement, et de retour de l'État d'une certaine façon. Oui, d'une certaine façon, il y a une demande de mieux gouverner, peut-être de plus d'État social, de plus d'État écologique. Alors le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça se fasse au détriment de liberté, parce qu'on voit qu'il y a une tentation éventuelle, qui est une tentation autoritaire aussi dans le monde aujourd'hui, qui est une tentation, d'ailleurs je dirais à la fois nationaliste et autoritaire, avec l'idée que là il peut y avoir un niveau de reprise en main, avec des États forts qui vont imposer des limites aux activités et à la circulation des individus de manière très autoritaire. Donc je pense qu'il faut conjurer cette tentation autoritaire par une forme de gouvernement à la fois social et écologique qui, je crois, se cherche dans beaucoup de mouvements actuellement, aussi bien des mouvements de contestation qu'on a évoqués tout à l'heure dans différents pays que des mouvements sociaux transnationaux comme Extinction Rebellion, etc., qui appellent au fond à une nouvelle forme de régulation sociale et écologique. Merci Jean-Claude Monod de vous être arrêté à la grande table. L'art de ne pas être trop gouverné, c'est donc publié aux éditions du Seuil dans la collection L'Ordre philosophique. Merci également à toute l'équipe La Grande Table Culture, c'est Jean-Christophe Briançon et Laura Dutèche-Pérez qui m'ont aidé pour préparer cette émission. Merci également à Sophie-Catherine Gallet, à Jeanne Copé, à l'aide précieuse de François Bréhus et Sophie Marty. À la technique aujourd'hui, c'était Jacques Azubert, et à la réalisation, Éric Lancien. France Culture, l'esprit d'ouverture. Au 57 rue de Varennes à Paris, les premiers ministres se suivent et ne se ressemblent pas. On n'y est jamais que locataire. À l'heure où l'actualité politique dépasse parfois la fiction, pénétrez avec France Culture dans l'enfer de l'hôtel de Matignon. Notre Premier ministre, il fonctionne. Et il est entouré de gens brillants qui fonctionnent. Un lieu de pouvoir